Mesdames, Messieurs, bienvenue au cœur du mystère. Le pouvoir ésotérique des plantes repose sur l'idée selon laquelle chaque être végétal possède une vibration propre, capable d'influencer l'environnement. Le pouvoir ésotérique des plantes, c'est bien la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Avec Kenneth Goumissi, il est professeur en anthropologie gnostique. Kenneth Goumissi, bienvenue au cœur du mystère. Alors Kenneth Goumissi, qu'est-ce qui vous fait penser au pouvoir ésotérique des plantes? Merci Prosper Noutéou. Ce qui me fait penser au pouvoir ésotérique des plantes est très profond et déjà démontré par la science officielle. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, quand ils observent une forêt, quand ils observent le monde végétal de façon générale, on a l'impression qu'il s'agit juste d'une collection d'organismes soumis à des lois mécaniques. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. En fait, chaque végétal, chaque plante est une manifestation de l'intelligence divine, du Créateur, de Dieu, comme on veut l'appeler. Chaque plante est un réceptacle des forces de la nature. Aujourd'hui, à notre époque, en cette ère du Verseau, où la science moderne commence par rattraper la spiritualité, la sagesse ancestrale, les scientifiques sont arrivés à démontrer que les plantes sont sensibles. Ils sont arrivés à travers des expériences à démontrer que les plantes ont même de la mémoire. On a pu constater que les plantes sont sensibles aux sons, aux odeurs qu'elles communiquent entre elles. Et j'ai envie d'aller plus loin en disant que ce qui rend les plantes sensibles, c'est ce qu'on appelle en ésotérisme l'élémental, qui est c'est-à-dire qui est comparable à l'âme chez un être humain. D'accord? Donc ce sont les élémentaux, un élémental des élémentaux, ce sont les élémentaux qui animent, qui sont des entités subtiles qui animent les plantes et qui leur donnent leur pouvoir, leur vertu. Voulez-vous dire que c'est les élémentaux qui confèrent ce pouvoir? Exactement, ce sont les élémentaux qui confèrent ce pouvoir aux plantes parce qu'on peut penser que le pouvoir, la vertu d'une plante réside dans la plante elle-même. Non, le pouvoir appartient à l'élémental. C'est-à-dire la plante est un réceptacle et l'élémental est le gardien de cette porte qui est ouverte sur la nature. C'est l'élémental qui transmet la force subtile de la nature à la plante. Et le pouvoir, la vertu d'une plante dépend essentiellement de deux éléments. Le premier élément, c'est le rayon élémental de la plante. Le rayon élémental planétaire, pour être précis. Vous savez que dans notre système solaire, nous avons 7 planètes principales qui gouvernent les 7 jours de la semaine. Cela signifie qu'il y a des plantes qui sont lunaires, des plantes mercuriennes, des plantes saturniennes, etc. Une plante martienne, par exemple, va vibrer l'énergie de Mars et avoir sa vertu, même dans sa manière de grandir, de se comporter dans le monde physique, aura une relation, une connexion avec la planète Mars. Le deuxième élément qui détermine la nature des vertus et des pouvoirs d'une plante, c'est l'élément naturel. On a 4 éléments qui composent tout ce qui existe dans la création. Nous avons le feu, l'air, l'eau et la terre. Et chaque plante est reliée à un élément de la nature. C'est-à-dire qu'il y a des plantes d'eau, des plantes de feu, des plantes d'air et des plantes de terre. Et lorsque vous abordez le règne végétal, précisément dans un objectif d'en tirer des profits, des pouvoirs spirituels, si vous ne vous connectez pas à l'élémental de la plante, vous passez à côté. Il vous restera juste dans les mains, dans les bras, les pouvoirs, ce qu'on appelle les principes actifs. Mais les pouvoirs spirituels relèvent des principes conscients qui sont détenus, comme nous l'avons dit, qui sont conférés par l'élémental, par l'entité subtile qui anime, qui vivifie la plante. Cette entité, elle réside sur quel plan? Sur le plan éthérique. D'accord, le plan vital. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir avec les yeux de la chair, mais si nous développons nos sens énergétiques, nous pouvons sentir cet élémental. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup d'exemples qui nous permettent de dire que ces plantes, ces êtres végétaux sont animés par des élémentaux. Il suffit de réfléchir un peu au nom qu'on donne aux plantes. Que, bon, on dit des noms quand même. Moi, j'aime bien
dire que ce sont également des noms scientifiques, pas des noms universels, mais des noms scientifiques. Lorsqu'on appelle l'Hippomée camocrite, Ahinadje par exemple, Ahinadje, c'est de la langue fond du Bénin qui signifie le marché va s'animer. Comment nos ancêtres ont fait pour savoir qu'avec cette plante, on peut booster son commerce? C'est de la science, c'est de l'analyse. Ça dépasse bien évidemment les éprouvettes, les outils qu'on va utiliser officiellement dans un laboratoire. Donc, mais c'est aussi de la science, c'est de la recherche poussée qui permet de savoir que, oui, cette plante a tel pouvoir. En l'utilisant, nous pouvons avoir tel objectif. Donc, les plantes ont des pouvoirs, c'est incontestable. Aujourd'hui, un chercheur, un scientifique digne du nom, sérieux, ne peut pas nier la sensibilité des plantes. Mais la question que les gens n'arrivent pas à se poser ou qu'ils se posent et dont ils ne trouvent pas encore la réponse, c'est qu'est-ce qui donne aux plantes cette sensibilité? C'est ce que nous appelons l'élémental, c'est cette entité qui donne aux plantes cette sensibilité. Mais les entités, ou du moins les plantes, n'ont pas les mêmes pouvoirs. C'est là que j'explique que le pouvoir spécifique d'une plante dépend de ces deux éléments, de son rayon planétaire et de l'élément auquel la plante est connectée. Alors, comment est-ce qu'on peut aller au contact d'une plante? Alors, pour aller au contact d'une plante, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Parce que si on vous dit, ou si vous prenez un grimoire, un cahier très ancien de votre arrière-arrière-grand-père et vous voyez que telle plante guérit ceci, ça ne suffit pas pour aller arracher la plante et espérer obtenir ses pouvoirs. Il y a des manières, il y a des comportements, il y a des procédés. Parce que chaque plante a ses rituels, chaque plante a ses incantations et même des moments, des heures spécifiques pour l'accueillir et trouver ces pouvoirs-là. Donc si vous ignorez tout cela, bon, vous n'allez pas vous connecter, comme je le dis, à l'élémental de la plante. Donc, selon les traditions, on va vous demander d'aborder la plante, par exemple, en vous déchaussant, de parler à la plante, de lui expliquer pourquoi vous voulez sa feuille, ses fleurs, ses racines, son écorce. Il faut lui expliquer parce que la plante est un être vivant et personne ne sera content qu'on vienne lui arracher un bras, une oreille. Non. Donc, il faut expliquer pourquoi vous venez chercher une telle partie de la plante. Donc, on va demander, par exemple, dans certaines traditions, de tapoter la plante, de lui parler. Parfois, on recommande même de mettre une pièce de monnaie au pied de la plante. Parce que rien n'est gratuit dans l'univers. C'est un échange, c'est une offrande que vous faites à cette entité qui habite la plante. Vous savez qu'il y a des plantes qu'on ne peut pas chercher avec une lame, avec un objet tranchant. Vous ne pouvez pas. Il y a des plantes que si vous voulez vraiment bénéficier de leur pouvoir, vous ne pouvez pas les chercher de face. Il faut leur faire dos. Donc, lorsque vous ignorez tout cela, vous passez à côté. Les plantes ont parfois des mantras qu'il faut prononcer pour appeler l'élémental. Parce que ces élémentaux, il y en a qui sont très évolués. Le monde physique est composé de plusieurs règnes. On a le règne humanoïde, nous les humains, qui sommes au sommet de la création, bien évidemment. Mais avant nous, il y a les animaux, le règne animal, il y a le règne végétal dont nous parlons, et il y a le règne minéral. Donc les élémentaux, les entités, les âmes, si vous voulez, les esprits purs qui habitent les plantes sont en train d'évoluer pour atteindre un jour le stade d'animal, le stade d'homme, parce que c'est l'élémental, l'entité qui est dans une plante qui plus tard, selon son rayon, parce que les animaux aussi ont des rayons. Nous, les êtres humains également, nous avons des rayons. D'accord. Donc, l'âme qui vous habite, par exemple, si cette âme est du rayon de Vénus, cette âme a toujours habité un corps végétal ou un corps animal appartenant à ce même rayon. Donc, il faut tenir compte de tout cela, faire un rituel qui est correct. Si vous ne respectez pas cela, vous passez à côté. Deuxième chose, c'est également avoir une intention pure, manifester de l'amour pour la nature. Parce que les élémentaux des plantes sont comme des enfants. Je dis bien des enfants parce que c'est ce qui explique le fait que des gens mal intentionnés, des gens malveillants utilisent les mêmes plantes, les pouvoirs des plantes pour nuire. Parce qu'il suffit d'arriver à les dompter, à les soumettre. Celui qui les soumet
les met à sa disposition. Donc même si c'est quelqu'un de malveillant, ils sont des enfants. Oui. Et ils fonctionnent en famille, en groupe. Donc si vous n'aimez pas la nature, si par exemple vous faites du mal à un oranger, à un pied d'oranger, ce mal-là va être ressenti par toute la famille des orangers. En revanche, si vous faites du bien à un oranger, c'est toute la famille qui en ressent et toute la famille des orangers va vous aider. Si vous avez un oranger dans votre service, par exemple, vous le maltraitez, vous finissez, vous buvez votre café à moitié et vous jetez le reste pendant que c'est chaud encore au pied de l'oranger. Et vous rentrez à la maison, vous cherchez à tirer profit du pouvoir de l'oranger, qui est une plante, par exemple, qui est liée à l'économie, aux finances. Ça ne marchera pas. Donc, il y a ces règles qu'il faut respecter. Et je vais ajouter un troisième et dernier élément, c'est d'arriver à élever son niveau vibratoire. On dit que tout est vibration dans l'univers. Et votre état de conscience va attirer à vous des forces spécifiques de la nature. Donc, les élémentaux des plantes vont obéir plus facilement à quelqu'un qui a une âme pure, quelqu'un qui a un niveau vibratoire élevé. Et nous avons à notre disposition des clés, des exercices, des pratiques à faire au quotidien pour élever notre niveau vibratoire. La méditation, par exemple, le contrôle du verbe, la prière. En un mot, vivre en accord avec les lois de la nature. Lorsque vous pratiquez cela au quotidien, vous élevez votre niveau vibratoire. Et quand vous allez vous présenter devant une plante, autrement dit, devant l'entité qui habite cette plante, son élémental, l'entité va vous obéir. Parce que l'entité, c'est que c'est quelqu'un qui a la maîtrise, quelqu'un de mature qui est là. Disons, pour nous, c'est-à-dire que c'est comme un adulte qui ordonne à un enfant, l'enfant va obéir. Mais si vous venez comme un enfant capricieux, vous savez ce qui se passe entre les enfants capricieux. Donc voilà, vous allez prier, vous allez beaucoup demander avant d'avoir le résultat escompté. Donc c'est très important cette question que vous abordez, parce qu'il y en a qui disent, bon, vraiment avec les plantes, j'ai de très bons résultats, et d'autres restent sceptiques. Ils restent sceptiques parce que, oui, on n'observe pas toutes les règles nécessaires pour tirer profit des plantes. D'accord ? Il y a une plante chez nous, par exemple, qu'on appelle l'idjima, voyez, mais c'est une plante que si vous voulez l'utiliser pour ses pouvoirs spirituels, il ne faut jamais mettre une lame tranchante, le couteau. Si vous le faites, ça va vous attirer des accidents. Et quand je dis accident, ça peut être accident de circulation, comme ça peut être une situation ou un projet, des conflits, ou bien vous avez un projet qui avance normalement et du coup le projet s'arrête, c'est un accident. Donc il y a toutes ces choses qu'on ne comprend pas. Et puis bon, on peut prendre un livre, un grimoire, on voit, bon, ingrédients, ceci, on ajoute, on n'a pas les résultats. C'est parce qu'on n'a pas compris que le pouvoir, la vertu de la plante réside dans son élémental et non la plante elle-même. Ou bien, parfois, on se trompe de plante. Je donne un exemple concret. On parle beaucoup à notre époque que le laurier sauce, le laurier d'Apollon est une plante de prospérité. Je dois dire ici haut et fort que c'est faux. Le laurier d'Apollon n'est pas une plante de prospérité. C'est une plante qui est du rayon du soleil. Comme je vous l'ai dit, il y a 7 rayons planétaires qui est du rayon du soleil. Donc c'est une plante qui plutôt apporte du succès, la gloire, l'élévation. On peut avoir le succès et manquer de ressources financières. C'est vrai que souvent quand vous avez le succès, ça suit. Pas toujours. Donc, si vous voulez attirer la prospérité et que vous vous mettez à travailler avec le laurier d'Apollon, d'ailleurs on l'appelle laurier d'Apollon, laurier source de laurier d'Apollon, il suffit d'étudier un peu la mythologie grecque et vous vous rendez compte que Apollon est un dieu solaire. Vous voyez un peu. Donc, vous allez passer à côté, vous utilisez la bonne plante pour la mauvaise pratique ou la mauvaise pratique pour la bonne plante. Donc, c'est pourquoi c'est très important de connaître les rayons planétaires des élémentaux. Et là, on enchaîne avec les rayons planétaires des élémentaux des plantes. On va prendre donc chaque rayon pour classifier un peu les plantes correspondantes. Avec plaisir, avec plaisir. Et je commence tout naturellement par la Lune, d'accord ?
qui est notre satellite, le satellite naturel de la planète Terre. Les plantes lunaires ont des caractéristiques spécifiques qu'il faut connaître. Souvent, ce sont des plantes qui poussent soit dans l'eau ou près de l'eau. Le nénuphar, le lotus. Ou bien, vous allez voir, ces plantes ont une sève abondante ou laiteuse. Le papanier. Le papanier est lunaire. Les plantes lunaires, de façon générale, on va les utiliser pour la purification. On va les utiliser pour la fécondité, la virilité. Le cocotier est une plante lunaire également. Et tout le monde sait que le cocotier, les noix de coco sont très utilisées pour la purification. Voilà les caractéristiques des plantes lunaires, des plantes qu'on va utiliser de façon générale pour les mystères féminins, la lune étant l'incarnation ou la représentation, j'allais dire, du monde féminin. Après la lune, nous avons Mercure. Les plantes mercuriennes sont utiles pour les travaux liés à la communication, développer l'éloquence, le commerce. J'ai cité l'hypomécamoclite, qu'on appelle Achinadien. Le marché va s'animer. Donc c'est une plante qu'on peut utiliser pour attirer la clientèle et tout ça. Attirer la clientèle, booster son commerce. Nous avons la lavande également qui est une plante mercurienne. La menthe est une plante mercurienne. Donc toutes ces plantes-là, on peut les utiliser pour l'intellect, développer l'intellect, pour la communication, favoriser la communication. Après Mercure, nous avons Vénus. Vénus, ou disons les plantes de Vénus, ce sont les plantes d'amour, de charme, de beauté. Et donc, les plantes vénusiennes vont avoir les plus belles fleurs. Le rosier. Le rosier, merci beaucoup. Le rosier est une plante vénusienne. Le pommier également est une plante vénusienne. Le Vernonia cinerea, qu'on appelle en langue fon ici au Bénin, c'est une petite herbe. D'accord, de la même famille que Amavivet, on l'appelle Hunsikonu. Voilà, Hunsikonu. Hunsikonu, c'est le Vernonia cinerea. D'accord, on dit c'est la plante qui fait sourire la veuve. Et qu'est-ce qui peut faire sourire une veuve? Peut-être un peu d'argent, mais au-delà de l'argent, mais avoir un compagnon sorti du veuvage. Vous voyez, donc toutes les plantes vénusiennes, on peut les utiliser pour les charmes d'amour, d'attraction, ou tout simplement cultiver l'harmonie dans un foyer, dans un couple déjà existant. Alors, nous continuons dans l'ordre cosmique des planètes. Après Vénus, nous avons le Soleil. Les plantes solaires sont des plantes qui incarnent la force du succès, de l'élévation. J'ai cité un exemple tout à l'heure, le laurier sauce, le laurier d'Apollon, qui est une plante solaire. Les épices, de façon générale, sont solaires. Toutes les plantes qui dégagent souvent, soit quand on les frotte ou quand on les écrase, une très forte odeur. Cette odeur-là, c'est la vibration solaire que nous sentons là. Donc, on va utiliser ces plantes pour le succès, pour l'élévation sociale, pour avoir une bonne place dans la société ou dans un groupe où nous sommes. Ces plantes, quand on les utilise dans des travaux spirituels, elles nous permettent de rayonner. Au-delà du Soleil, nous avons Mars. Mars, la planète guerrière de notre système solaire. Et donc, les plantes martiennes sont des plantes guerrières. Et je disais tantôt qu'en observant les plantes, en voyant leur comportement dans la nature, on peut déduire leur rayon planétaire. Ce qui fait que les plantes martiennes sont souvent des plantes urticantes, comme l'ortie, ou des plantes qui ont des épines, où leurs fleurs sont rouges, leurs fruits sont amers. Les piments rouges, la famille des piments rouges, les piments rouges sont martiens. Le piment de Guinée, Aphromum melegueta, son nom botanique, c'est une plante martienne qu'on appelle Atacum. Atacum, c'est une plante martienne. Les plantes qui ont de façon générale des épines ou qui sont difficiles à chercher. Cactus, aloe vera et tout ça. Non, aloe vera est une plante solaire. Aloe vera c'est vrai, c'est une plante qui a beaucoup de vertus. C'est une plante qu'on utilise pour la protection. Donc on peut effectivement penser que c'est une plante martienne parce que l'aloe vera est magnifique, génial pour protéger son espace de vie. Alors je continue. Et j'atteins maintenant Jupiter, le géant des cieux. Vous savez, Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire. C'est vraiment un géant. Figurez-vous que Jupiter fait 1300 fois la Terre et 2,5 fois toutes les autres planètes du système solaire réunies. Donc, Mars, Vénus, tout ça là, si on les réunit, Jupiter, à lui seul, fait 2,5 fois.
Ce qui fait que dans le règne végétal, Ouais. les plantes jupitériennes sont des arbres géants, imposants, comme le filao que nous avons derrière nous, comme le pin, le sapin. Ce sont des plantes jupitériennes. Le giroflier, c'est-à-dire cet arbre qui donne Clos de le girofle. clou de girofle, c'est une plante jupitérienne. Jupitérienne. Donc je confirme que les clous de girofle attirent la prospérité, La prospérité. ouvrent les entrées Oui. pour que les finances accourent, Oui. abondent, S'améliore. s'améliorent. Par contre, le laurier n'est pas une plante qui attire directement, je dis bien directement, la prospérité, c'est une plante de succès. Donc les plantes martiennes, on va les utiliser pour la protection ou bien pour le combat, tant physique que spirituel. Le poivrier également est une plante martienne. Ouais. Alors je continue et là nous allons donc atteindre maintenant Saturne, d'accord, la planète Saturne. Les plantes saturniennes sont liées au deuil. Donc ce sont les plantes les plus mystérieuses du règne végétal, mais pas que le deuil. Voyons plutôt la transformation, le pouvoir de régénération, leur force occulte. La myrrhe, par exemple, qui est issue d'une plante saturnienne, on l'emploie dans l'embaumement. Dans l'Égypte antique, on utilise la myrrhe pour embaumer les cadavres. Les cadavres. D'accord. Le cyprès est une plante saturnienne. Je dois ajouter préciser que les plantes saturniennes sont également de grands arbres. Mais leurs fruits peuvent être parfois toxiques. Donc, il faut voir en ces plantes plutôt leur pouvoir de régénération, de transformation, parce que pour nous, les spirituels, la mort, c'est un passage. La mort, c'est une transformation. On quitte une dimension et on est absorbé dans une autre dimension. On continue de vivre, mais d'une autre manière. Donc voilà les 7 rayons planétaires. On se rend compte qu'il n'y a pas de hasard, que le règne végétal est bien organisé et chaque rayon élémental a son pouvoir, a ses vertus et il faut connaître le rayon auquel appartient la plante pour pouvoir déterminer ses pouvoirs, ses vertus, sans quoi on tombe dans des erreurs monumentales. Alors, pour une personne qui souhaite avoir ces plantes dans sa maison, quel est le choix judicieux qu'il faille faire? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, ça dépend de ce qu'on recherche. Ouais. C'est vrai que c'est toujours bon d'avoir un jardin, d'avoir des plantes autour de soi. C'est vraiment bon. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez. Voulez-vous la protection? Voulez-vous attirer l'harmonie? Tout ça, c'est utile. D'accord? Si je prends l'exemple de la protection, si vous voulez protéger, quand on dit protection, il y a plusieurs types de protection. Et la protection dans vos déplacements et la protection de votre espace de vie, de votre maison. Et là, l'aloès est une plante qui s'impose. Étant une plante solaire dotée de pouvoir de protection, lorsque vous mettez un plant d'aloès chez vous, que vous entretenez bien, vous illuminez votre maison. Et là où il y a la lumière, c'est-à-dire les ténèbres, on les remarque, mais les ténèbres restent quand même à l'écart. Donc, en ayant un plant d'aloès chez vous, vous chassez les ténèbres, vous filtrez les vibrations qui vont venir dans votre maison. Quelqu'un a dit que avoir un aloès, un plant d'aloès dans son jardin, c'est comme décrocher le soleil qui est là. Donc, c'est une plante très polyvalente, d'accord, qui peut non seulement protéger, illuminer, mais apporte également la prospérité. Toujours pour la protection de l'espace de vie, j'ai envie de citer le Gardenia Thunbergia, qu'on appelle en langue fon ici Adaklatine. Alors, c'est également une plante de protection avec la particularité du retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, l'élémental du Gardenia retourne à l'envoyeur, à l'expéditeur malveillant, ce qu'il a envoyé dans la maison ou à quelqu'un dans la maison. Et dans la culture fond, chez les sages, on dit souvent « mais dans ton plat ». Autrement dit, qui cherche trouve. Donc, lorsque vous avez cette plante, mais si vous la mettez juste là, ça va améliorer l'écosystème, mais il faut travailler avec la plante pour activer. En quoi faisant? En quoi faisant? D'abord, vous consacrez la plante. Vous connectez à l'élémental de la plante, d'accord? La consacrer la plante pour lui dire, toi tu es là pour désormais me faire ceci, me faire cela, et précisément dans notre cas là, me protéger. Donc tu vas me protéger, tu retournes à toute personne qui envoie
quelque chose de malveillant, tu lui retournes cette chose-là. Mais déjà, tout dépend de la manière dont vous plantez. Parce qu'il y a des plantes, vous ne les mettez pas juste dans le pot ou dans le sol. Hein. Vous pouvez utiliser par exemple le atakun, Afromum melegueta, le piment de Guinée, d'accord, que vous mettez sur la plante avant de mettre le sable, d'accord, au moment de la planter. Ouais. C'est ça que j'appelle consécration. Vous demandez à la plante, à l'élémental de jouer un rôle spécifique. Mais ça ne suffit pas, il faut bien l'entretenir, communiquer régulièrement avec cette plante. L'arroser. L'arroser. Et maintenant, il y a des rituels. Il y a des rituels spécifiques qu'il faut faire, d'accord. Lesquels, par exemple? Bon, dans la gnose, par exemple, nous avons notre manière de nous relationner avec les plantes, que je ne vais pas détailler ici. Ouais. Mais comme je l'ai dit, vous fouillez dans toutes les traditions, on donne des règles pour bénéficier du pouvoir des plantes. Ouais. J'ai parlé de se déchausser, par exemple, de tapoter la plante, de lui parler. Et il y a des moments, des heures spécifiques qu'il faut aller chercher telle ou telle plante. Ou bien qu'il faut aller parler à la plante. Ouais. Vous voyez un peu. Donc, en utilisant le gardénat de cette façon, ouais, ça va fonctionner et il va jouer son rôle de repousser. Un dernier exemple concernant l'espace de vie, parce que c'est très intéressant. Je veux citer le basilic, ouais, mais précisément le basilic sacré, le tulsi des Indiens, le basilic rouge. On l'appelle aussi basilic rouge parce que les feuilles et les tiges sont rougeâtres. Alors, c'est intéressant de voir que cette plante, en Inde, on la met autour des maisons et des temples. Pourquoi? Parce que c'est une plante, comme son nom l'indique, sacrée. Donc ça va rendre l'élémental va rendre votre espace de vie sacré. Un lieu sacré que quelqu'un de malveillant ne peut pas venir profaner. Oui. Cette plante va éloigner les vibrations malignes, filtrer les entrées, empêcher quelqu'un qui a l'intention de vous nuire de pénétrer dans votre espace de vie. Tout ce qui touche au basilic est noble et royal. Il y a une variété chez nous, ici en Afrique, qu'on appelle akema. Kesu. Kesu ou akema. Akema. Voilà, une variété du basilic. On dit basilic africain ou basilic sauvage. Kesu ou akema. Akema, ça veut dire la plante de la célébrité. Ouais. Et pour aller plus loin, dans l'église catholique, les édifices qu'on va appeler des basiliques sont en termes architecturaux les plus beaux, les plus imposants. Une basilique est toujours dédiée à un grand saint. Soit c'est le nom d'un grand saint, soit la basilique va porter un nom pour exprimer un mystère chrétien. Le basilic rouge rend sacré votre espace de vie et vous protège, éloigne de vous les vibrations malignes. Donc vous voyez, quand vous me demandez quelle plante mettre, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous recherchez la protection, voilà quelques exemples de plantes que vous pouvez mettre. Bon, la liste n'est pas exhaustive, on peut continuer à citer le adjélélément par exemple, qu'on appelle aussi khemandjadji, c'est-à-dire la plante ou l'arbre, l'arbuste sur lequel l'oiseau ne se pose pas. Et ça joue quel rôle? C'est aussi une plante protectrice qui protège précisément contre la sorcellerie. Donc quelque chose ou des sorts qu'on va vous jeter de loin. Bon, on dit khemandjadji, c'est pour faire référence à cet oiseau qui est devenu malheureux, qui, bon, naturellement est pur, mais à cause de sa vibration très utilisée par les sorciers pour faire leur voyage astro. Donc je fais référence au hibou. Donc quand on dit khemandjadji, bon, d'autres oiseaux peuvent se poser sur le adjélélément. Mais quand vous avez le adjélélément bien planté chez vous, vous vous connectez à l'élémental, un hibou possédé ne peut pas se poser là-dessus. Donc c'est à vous de choisir la plante que vous voulez avoir chez vous pour des besoins que vous désirez, selon vos désirs, quoi. Vous allez avoir des plantes, vous pouvez avoir des plantes qui vont attirer à vous la prospérité, des plantes qui vont vous aider si vous êtes un spirituel à faire le voyage astral, à attirer l'harmonie dans votre foyer, à cultiver l'harmonie dans votre foyer. Alors, il y a des plantes comme datura, menthe pour les voyages astro et également pour la protection. Qu'en est-il concrètement?
Oui, le datura, c'est une plante magnifique. Une plante qui, selon mes recherches dans certains pays, c'est-à-dire sa circulation n'est pas libre. Parce que le datura, le fruit, la feuille même n'a pas de problème. La fleur qui est très jolie, qui a une odeur envoûtante, n'a pas de problème. Mais le fruit, c'est dangereux parce que ça provoque des changements d'état. Des changements d'état, c'est une plante hallucinogène, vous voyez, donc c'est normal que sa circulation soit contrôlée. Mais pour ce qui nous concerne, sur le plan spirituel, oui, ésotérique, c'est très utile parce que l'élémental du datura peut vous aider à faire le voyage astral. C'est un élémental très développé. Parce que quand on parle des élémentaux végétaux, les élémentaux des plantes, il y en a qui sont très évolués, donc qui ont beaucoup de pouvoir. Et lorsque vous développez la clairvoyance, lorsque vous développez vos facultés psychiques et que vous observez l'élémental du datura, vous allez voir un petit enfant. Bon, quand je dis petit enfant, un adolescent. Oui. Un enfant, l'élémental apparaît souvent comme un enfant de 12 ans, tenant un bâton dans la main, un bâton de pouvoir. Donc, si vous voulez utiliser le datura, la trompette des anges, parce que sa fleur ressemble à une trompette, c'est une fleur blanche qui ressemble à une trompette. Oui, une trompette, oui. Voilà, qui s'ouvre souvent la nuit. La nuit, oui. Parce que c'est la nuit que l'élémental est très actif. Oui, pas le jour. Pas le jour. Bon, le jour, il peut être toujours actif, mais beaucoup plus actif la nuit. Parce que souvent, on va faire le voyage astral la nuit. Dès que vous dormez, vous pouvez faire le voyage astral. D'accord? Mais généralement, on le fait la nuit parce que c'est la nuit qu'on dort normalement. Alors, si vous voulez utiliser l'élémental du datura pour faire le voyage astral, d'abord, il faut avoir la plante chez vous, l'entretenir, établir une relation, une bonne relation avec cet élémental-là. Et le jour ou la nuit où vous voulez l'utiliser, avant la tombée de la nuit, vous allez cueillir les fleurs. Vous attendez que la plante fleurisse, donne ces jolies fleurs en trompette là. Vous cueillez quelques fleurs, vous allez les écraser avec de la pierre et vous passez le sucre sur la nuque, juste avant de vous endormir. Et ensuite, vous vous couchez soit sur le dos, soit sur un côté. Vous appelez l'élémental de la plante et je peux révéler le mantra qui invoque l'élémental de la plante, c'est le mantra KAM. K-A-M. Donc, vous chantez ce mantra-là et vous demandez à l'élémental de venir vous aider à voyager, à sortir en astral et il le fera. Vous avez cité également la menthe. Alors, la menthe, ce n'est pas pour le voyage astral, mais pour d'autres pouvoirs spirituels très intéressants également, parce qu'avec la menthe, vous pouvez vous souvenir de vos incarnations passées. D'abord, vous pouvez faire des rêves prophétiques. Vous pouvez aller visiter les archives akashiques. Parce que c'est une plante qui est justement reliée aux archives akashiques, à cette bibliothèque, disons, universelle, où nos incarnations passées, où les informations du passé sont stockées. Contenues. Donc là aussi, il ne faut pas aller acheter la menthe au marché. Il faut la cultiver chez vous, que ce soit menthe simple ou menthe poivrée. Ça marche avec les deux. Et nous parlons avec beaucoup de foi pour l'avoir expérimenté. Donc vous cherchez, vous cultivez la plante chez vous et vous allez vers la plante avec une intention pure, avec beaucoup de respect. Vous tapotez la plante, vous lui parlez que l'élémental n'a qu'à vous aider à ramener les souvenirs de vos incarnations passées, antérieures. Et ensuite, vous déracinez tout doucement, avec beaucoup de délicatesse, la plante. Vous lavez la racine et vous mettez sous votre oreiller. Ce qui va se passer, c'est que dans vos rêves, vous allez commencer par voir des images, des scènes qui appartiennent à un passé très lointain. Par exemple, des scènes de l'Égypte antique, de la Grèce antique. Donc, et vous allez vous voir, vous reconnaissez votre visage et même votre couleur de peau peut changer parce que nous savons que en matière de réincarnation, on peut changer de race, donc, de sexe et tout. Vous voyez, nous Théo, vous voyez par exemple avec une peau blanche, mais vous savez un autre visage, vous savez que c'est dans le rêve, vous savez que c'est vous. C'est l'élémental de la menthe qui est en train de travailler, qui est en train de vous ramener vos incarnations passées. Vous voyez, vraiment le règne végétal est tellement riche, il y a tellement de choses qu'on peut faire
avec les élémentaux, tout, voyager en astral, se souvenir de ses existences passées et même réaliser un vœu très cher. Il y a une plante qui a une apparence banale, mais qui est dotée d'un pouvoir extraordinaire. Je fais référence à l'amoise commune, Artemisia vulgaris. Oui. Parce qu'il y a plusieurs espèces d'amoises. Oui. Je ne parle pas de celles qu'on utilise actuellement pour guérir certains maux, etc. Non, je parle de l'amoise vulgaire commune. Oui. D'accord. Alors, c'est une plante qui a un pouvoir extraordinaire et ce pouvoir ne se manifeste qu'un seul jour de l'année. En l'occurrence, le vendredi saint des chrétiens. Ça fait le premier vendredi après la première pleine lune du printemps. D'accord. Alors, si vous voulez vous référer au calendrier... Pleine lune. La première pleine lune du printemps. Ouais. Donc, le printemps, 20, 21, mars, voire 22 mars. Ouais. La première pleine lune qui vient, le vendredi qui suit, vous pouvez faire cette pratique. Okay. C'est ce jour-là que si vous avez un vœu cher, que ce soit quelque chose de spirituel ou de matériel, vous allez vers cette plante, vous vous connectez à l'élémental, vous lui demandez de réaliser ce vœu. Vous arrachez la plante de façon très délicate, de façon douce, et vous allez accrocher la plante au plafond de votre chambre. Et dans les 12 mois-là, votre vœu va se réaliser. Mais il faut que votre intention soit claire. On ne demande pas deux choses à la fois. Une seule chose. Une seule chose. Et ce que vous demandez, il faut que ce soit aussi logique. Ouais. Donc, le pouvoir ésotérique des plantes, c'est vraiment un monde fabuleux. Fabuleux. On ne peut pas finir, on ne peut pas en finir. Et maintenant, les plantes liées à la purification. Je vais donner un exemple très courant chez nous, ici, bien connu, c'est le Neubludia levis. Pâtiment, bon, il y a plusieurs pâtiments, desrégaiement, voilà. Donc, bon, c'est connu, dans la tradition vaudou, on ne peut pas faire un rituel sans d'abord faire une purification avec cette plante. Donc, c'est une plante qu'on a un peu partout. Est-ce que vous l'avez expérimenté pour confirmer? Tout à fait, je l'ai expérimenté, je l'ai chez moi. Ce sont les plantes basiques qu'il faut avoir dans son jardin. Même si vous êtes dans un petit espace, c'est un arbre, ça peut grandir, mais ça peut rester également dans un grand pot et pousser. Voyez. Alors, un autre exemple très populaire, d'une plante qui pousse plutôt, ou qui normalement pousse dans le bassin méditerranéen, c'est la sauge. Mais qu'on peut l'adapter, on l'adapte, on la cultive. Chez nous, ici en Afrique, la sauge est également très efficace pour la purification énergétique, pour nettoyer notre aura. C'est très important. On se lave normalement tous les jours, mais on oublie souvent de nettoyer son aura. On oublie que notre corps vital, qui comme son nom l'indique, donne vie au corps physique, a besoin également d'entretien et de nettoyage. Et quand on ne le fait pas, c'est là que les maladies, les blocages arrivent. Parce qu'avant qu'une maladie ne se manifeste dans le monde physique, elle s'est déjà présentée dans le monde vital. On va maintenant aborder la question de l'utilisation des plantes pour de la protection. La protection. Quand on se déplace, je vais dire le sort, ou la plante que vous avez mis chez vous pour vous protéger dans votre maison, ce n'est pas forcément cette plante qui va vous protéger dans vos déplacements. Et là, je vais citer deux plantes que j'ai déjà citées en exemple. L'amoise, l'amoise commune, c'est une plante qui protège dans le voyage. Notamment, vous évite les péripéties, les difficultés. D'accord. C'est connu que dans les temps anciens, les gens mettaient des feuilles d'amoise dans leurs chaussures pour aller vite. On a toujours entendu ces histoires comme quoi quelqu'un a quitté Parakou pour Cotonou en 30 minutes. Ce n'est pas toujours faux, parce que nos ancêtres avaient ces secrets. Et l'amoise, quand vous priez l'élémental, vous mettez l'amoise sur vous dans vos voyages, ça va vous faciliter. L'élémental ne vous protège pas précisément contre les accidents, mais ça vous facilite. Ça rend le déplacement fluide, ça vous donne des ouvertures. Pour être protégé contre les accidents, vous pouvez utiliser par exemple le Gardenia Thunbergia. Magnifique, super pour la protection dans les déplacements. Donc vous cherchez le fruit
Parce que quand on dit le gardenia, est-ce que c'est la feuille? Est-ce que vous cherchez le fruit, son fruit, que vous portez sur vous, dans votre sac, dans votre poche, ou vous faites le talisman que vous mettez sur vous. Il va vous protéger contre les accidents, contre les agressions durant votre voyage. Et quand vous parlez de protection, j'ai envie de citer aussi un exemple pour se protéger contre les intrusions. Oui. Des gens avec des pouvoirs ténébreux peuvent s'introduire clandestinement chez nous et nuire. Et ils le font en astral. Ouais. Le voyage astral, c'est un pouvoir qui est à la disposition de tout le monde, des gens qui sont bien intentionnés comme des gens qui sont mal intentionnés. Donc, pour se protéger contre ce fait-là, il y a un piège. Oui, je dis bien un piège, c'est un piège spirituel. Une technique. Une technique qu'on peut utiliser très efficace. Quand je dis efficace, c'est que nous l'avons expérimenté personnellement et nous avons des proches qui l'ont expérimenté. Pour faire ce piège, Monsieur Nteo, vous avez besoin des graines de moutarde noire. Est-ce qu'on peut retrouver les moutardes noires sur place ici? Oui, vous allez au marché, vous demandez. Il ne faut pas confondre ça avec le néré. Non. À fiti. Qu'on appelle aussi la moutarde parce qu'on l'utilise pour faire cette conserve qui accompagne les sauces et c'est vraiment très agréable. Voilà, très délicieux. Donc je parle du Brassica nigra. C'est son nom botanique. Donc la moutarde, ce sont des graines très petites comme des grains de sable. La moutarde noire. Voilà, donc, quand dans l'évangile on dit que si vous avez de la foi... comme le grain de sénévé. Voilà, donc il s'agit de cette plante-là, de la moutarde noire. Il y a le blanc et il y a le noir. Je parle du noir. Donc il vous faut les graines de cette plante. C'est une plante qui, si vous l'avez chez vous, elle va envahir votre jardin ou vos pots. D'accord? Donc vous avez ces graines. Vous avez également besoin, pour réaliser le piège dont je parle, d'une paire de ciseaux neuve, entièrement en métal. Vous ouvrez la paire de ciseaux en formant une croix, c'est-à-dire les lames vont former une croix, vous déposez au sol. Dans la chambre de la personne qui est ciblée par les attaques ténébreuses. Vous mettez là et vous allez saupoudrer les graines de moutarde tout autour de la paire de ciseaux. De moutarde noire pour faire un cercle. Et là, les graines vont agir, vont créer un champ vibratoire très puissant qui vont empêcher un sorcier ou une sorcière de venir. Si une sorcière ou un sorcier essaye de s'introduire dans votre chambre, elle va perdre, cette sorcière va perdre son invisibilité, son pouvoir d'invisibilité et chuter dans le plan physique. Je vous parle de quelque chose qui est réel, hein. C'est-à-dire, oui, vous souriez, effectivement. Ce n'est pas une fabulation. Oui, il faut avoir le courage pour le faire parce que quand elle chute souvent nue. Elle chute souvent nue. Ce sont des cas que nous avons expérimentés de façon directe. Avec ça, vous attrapez des sorciers qui vous dérangent. C'est simple, c'est banal, mais très puissant. Et j'ai entendu dire que le poivre noir, le poivre qu'on utilise souvent chez nous, a des pouvoirs similaires. Mais moi, je parle précisément de la moutarde noire. C'est possible, c'est bien possible, je ne doute pas, mais je parle de ce que moi j'ai expérimenté. C'est une technique que vous pouvez retrouver dans le livre traité de médecine occulte de magie pratique de Samuel Anveo. Un livre qu'il a écrit depuis les années 50. Donc c'est une très vieille pratique qu'on peut utiliser pour empêcher ou pour arrêter ces intrusions maléfiques chez soi qui peuvent causer de graves torts. Il y en a qui estiment que lorsqu'on est chez soi et qu'on a des plantes, qu'il faille faire généralement des travaux de nettoyage, etc. Parce que ces plantes peuvent se faire, peuvent tomber sous l'emprise des entités négatives qui viennent prendre possession de ces plantes. Et là, dès que vous les utilisez, les effets ne sont escomptés, n'y sont pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est? Non, c'est une vérité. Et je dirais tout simplement que c'est logique. La nature a horreur du vide, dit-on. Si vous avez des plantes là, vous ne les entretenez pas, l'élémentaire n'est plus à votre service. La plante ne joue plus le rôle pour lequel vous l'avez mise là. Eh bien, des ténébreux peuvent l'utiliser. Parce que j'ai expliqué au début que les élémentaux sont comme des enfants. Et même une personne mal intentionnée qui trouve le moyen de les dompter peut les utiliser. Vous voyez un peu? Maintenant, cela ne peut pas se passer avec tous les élémentaux.
Parce qu'il y en a qui sont très développés, qui ont une certaine maturité. Et ce qui fait qu'effectivement, les sorciers ne peuvent pas utiliser certaines plantes. S'ils le font, ben, le retour du bâton est rapide. Le retour du bâton est toujours assuré. Oui. Mais c'est rapide. Donc, effectivement, il faut un entretien physique, arroser la plante. S'il faut élarguer, le faire, mais dans les normes. Parce qu'il y a des gens qui élarguent, qui carrément enlèvent tout, les bras. La plante reste là comme quelqu'un qu'on a décapité. Ouais. D'accord? Donc, il faut d'abord faire un entretien physique et au-delà de l'entretien physique, ajouter, même si vous avez des employés à votre service, c'est bien que vous, qui voulez travailler avec la plante, vous vous approchez de la plante pour de la plante l'arroser, pour l'arroser, de parler. temps en temps lui parler. Et de cette façon, vous n'aurez pas de ces genres de court-circuit ténébreux où des gens vont essayer de s'emparer de vos plantes et de vos nuire. Ok. Nous allons parler des plantes d'attraction, comme ylang ylang par exemple. Oui, oui, c'est une plante merveilleuse, une plante vénusienne qui vraiment, lorsque vous avez cette plante, cet arbre chez vous à la maison, quand ça fleurit, toute la maison est embaumée. Oui, la senteur est incroyable. Incroyable. Donc c'est une plante qui a les caractéristiques ou qui est du règne de Vénus, donc le charme, la beauté, l'attraction, l'harmonie. Vous pouvez utiliser cette plante pour toutes ces choses-là. Voilà, j'ai cité aussi le Vernonia cinerea qu'on peut également utiliser pour tout ce qui est attraction. J'ai parlé de cette légende liée à la veuve, mais même une jeune femme, d'accord, un jeune homme peut l'utiliser avec cette plante. C'est que vous vous relationnez avec votre conjoint ou avec le public, vous attirez à vous le charme, vous attirez à vous, c'est-à-dire les regards. Et c'est tout simplement bon. On parle aussi également de la plante épée Saint-Michel et puis de cactus. Quel est leur rôle? Des plantes protectrices. C'est bien d'avoir le cactus à l'entrée de votre maison, de votre appartement. J'ai cité l'aloès comme plante de protection, c'est pareil. Ces plantes-là, aloès, cactus, vous pouvez les avoir dans votre jardin, mais il faut toujours en avoir près de la porte d'entrée. Regardez dans certaines maisons où les gens ont ces connaissances, vous allez voir sur les dallettes, au-dessus des portails, on met. Parce que les gens savent que c'est comme un gardien qui est là. Et si quelqu'un de clairvoyant arrive là, il va voir effectivement l'élémental là, tenant une épée pour filtrer les entrées, pour empêcher quelqu'un de mal intentionné de venir là. Donc ce sont des plantes martiennes, des plantes protectrices, des plantes qu'on va utiliser, soit pour se protéger ou soit pour engager un combat spirituel. Enfin, quel genre de relation, au-delà de tout ce qu'on a dit, quel genre de relation l'on peut avoir avec les plantes, avec le règne végétal globalement? Une relation d'amour et de respect. Il faut commencer par comprendre que le règne végétal est habité par des entités. C'est-à-dire que, pour parler un langage très clair, les plantes ont une âme. Ce que nous appelons l'élémental, c'est en fait l'équivalent de l'âme chez les humains. Et donc quand on dit de ne pas faire du mal, c'est-à-dire tuer, c'est mauvais, oui, il faut également, si vous ne voulez pas utiliser une plante ou un arbre pour un but précis, il ne faut pas l'abattre. Il faut les respecter. Au-delà de leur rôle dans l'écosystème, de leur rôle que la science arrive à démontrer, il y a un rôle spirituel que ces plantes-là jouent. Donc il faut vraiment développer une relation d'amour. Lorsque un sage rentre dans une forêt, il ne voit pas que des arbres, des branches. Il voit des vies, il voit des êtres, il voit des entités. Ici en Afrique, au Bénin, on sait qu'on parle de forêt sacrée. Et nous en avons de moins en moins. Voilà pourquoi tout est profané à notre époque. On doit avoir plus de forêts sacrées. Et on parle de génie. Quand vous allez dans une forêt, on sait que cette forêt a un génie. On est en train de faire référence comme ça à l'élémental de la plante. De la plante. Donc, il faut respecter. Ce ne sont pas seulement les animaux. Et c'est là que
par exemple, les gens qui se disent, on dit, bon, je suis végétarien parce que je ne veux pas nuire aux animaux, je ne veux pas verser le sang. Non, si vous êtes végétarien et les légumes que vous cherchez pour vous nourrir, vous ne les cherchez pas avec du respect, ce que vous évitez là, vous êtes en train de le faire. Parce que les végétaux sont également habités des entités par des élémentaux. Et la sève des végétaux, c'est leur sang. Ce n'est pas rouge, mais c'est leur sang. Et donc, avant de verser ce sang, il faut un certain respect, il faut aborder la plante, lui expliquer, bon, moi j'ai besoin de toi pour mon assiette, pour me nourrir. C'est notre droit. Et c'est là que, oui, l'idée qui est que, bon, on est végétarien parce qu'on ne veut rien tuer, c'est une fausse idée. Parce que vous tuez les plantes également. On peut se nourrir de viande, des animaux, mais il faut tuer ces animaux avec un certain respect. Nous sommes les êtres les plus élevés de la création. Donc c'est notre droit. La nature est basée sur cette loi. C'est l'une des lois universelles. Manger et être mangé. C'est comme ça. Même l'être humain qui est au sommet de l'évolution. Notre cadavre, qu'est-ce que les termites en font? Qu'est-ce que les fourmis en font? Ils nous bouffent. C'est clair. Et on n'a pas le choix. Et ça fait un cycle de transformation, de régénération. Juste que, avant d'abattre, avant de chercher une plante, vous devez avoir un objectif précis. Ce n'est pas vraiment joli lorsque vous circulez, vous passez auprès d'une plante, vous arrachez la branche, après avoir fait quelques pas, vous déposez, vous jetez par terre. Ce n'est pas bien, c'est un assassinat en règle qu'on est en train de combattre. Le règne végétal. Le règne végétal. Donc tout ça, on a besoin d'instruction. Si on n'a pas d'instruction, parce que, comme on le dit souvent, l'ignorance est le pire des péchés. Quand on est orient, on va commettre ces erreurs. Mais lorsqu'on connaît, lorsqu'on a la compréhension, on a la connaissance, on ne va pas tomber dans ces pièges. Parce que ça nous attire quand même du karma. Qu'on le veuille ou pas. Merci Kenneth Gomissi, je rappelle que vous êtes professeur en anthropologie gnostique. Merci pour toutes ces précisions que vous nous apportez. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission sur FM, le pouvoir ésotérique des plantes. Merci et à très bientôt.